Mosaïque. Mosaïque. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à l'émission Mosaïque. Aujourd'hui, le débat se focalise sur comment protéger les frontières entre les pays des Grands Lacs. À la veille de Noël, en 2023, un groupe armé est entré sur le sol burundais et depuis, la RDC a tué une dizaine de personnes civiles à Vugizo en zone Gatumba de la province de Bujumbura récemment, dimanche le 25 février 2024. Au crépuscule, le même groupe armé a assassiné 9 personnes à Buringa, en commune Gihanga de la province de Bubanza. Toutes ces attaques ont été revendiquées par le mouvement rebelle Red Tabara. Alors, ces attaques ramènent à l'agenda de la sécurité des pays à leurs frontières. Alors, quelles raisons qui poussent un groupe armé à tuer des civils dans un pays? Ces groupes viennent d'un pays voisin et membre de l'EAC. Quelle est la responsabilité des pays concernés? Que stipulent les lois de l'EAC à ce propos? Et comment mettre fin à ce genre de tuerie? Voici les questions essentielles autour desquelles tourne le débat Mosaïque, animé par Vestine Boutoyi pour le compte de la radio-télévision Isanganiro en partenariat avec la Benevolencia. Sur le plateau, nous sommes avec deux invités. Il y a Deo Hakizimana, géopolitologue et fondateur du Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. Monsieur Deo, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue à l'émission Mosaïque. Merci beaucoup de m'avoir invité. Nous sommes également avec l'expert en relations internationales, le professeur Pascal Nyonizi-Guillet. Monsieur Pascal, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission Mosaïque. Merci beaucoup. Pour ouvrir le débat, la première question s'adresse à M. Deo Hakizimana, géopolitologue et fondateur du Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. M. Deo, quelles sont les raisons qui poussent un groupe armé à tuer des civils? J'aurais souhaité d'abord attirer votre attention sur le fait que nous sommes en présence d'un conflit à caractère régional et qui est aussi un conflit se présentant comme une crise globale. Et pour analyser cette crise, pour l'expliquer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il faut aborder plusieurs méthodes d'analyse à la fois. Et la méthode géopolitique convient parfaitement pour expliquer ce qui est en train de se passer et pour répondre à la question que vous venez de me poser. Sur le plan géopolitique, donc, nous devons nous demander quelle est la place du silence qui a régné sur les vraies raisons de la crise depuis des dizaines d'années. Est-ce que ce silence est lié avec ces attaques? C'est qu'on a passé beaucoup de temps en nous expliquant que le problème qu'il y a chez nous, c'est un problème ethnique. Alors d'ailleurs que les ethnies, sur le plan scientifique, ne se justifient pas dans le cas burundais, par exemple. Et c'est la même chose au Rwanda. Peut-être au Congo, là, il y a des tribus. Et on a maintenu un grand silence sur cet aspect. Et beaucoup de Burundais ont pensé pendant longtemps qu'ils s'entretuaient parce que les uns sont des Tutsis, les autres étaient des Hutus. Alors, maintenant, nous savons que c'est faux. Et alors, quelles sont les vraies raisons qui poussent un groupe armé à tuer les civils dans un pays? Elles sont géopolitiques. Et puisque je parlais de silence, je vais parler également de mensonges et de rumeurs. En géopolitique, nous analysons tout. Quand un silence pèse sur la gravité d'un conflit, nous devons l'analyser, le dénoncer. Lorsque des mensonges sont répandus sur un conflit, nous devons analyser le résultat qui pèse sur ce conflit à cause de ces mensonges. De même que les rumeurs, vraies ou fausses, nous devons les analyser. La géopolitique est en fait une science qui met ensemble
tous les facteurs qui construisent une crise. Maintenant, pour répondre à la question de savoir pourquoi Red Tabara a traversé la frontière congolaise pour tuer des innocents à Buringa, ainsi qu'à Vugizo. Il faut se placer dans le contexte régional. Je lis les communiqués émanant du gouvernement, je lis les informations contenues dans les autres médias, y compris dans les réseaux sociaux. Et j'ai compris que les agissements de Red Tabara pourraient se situer dans l'extension du conflit régional des Grands Lacs au Burundi. Comment ça? Ah ben oui, parce qu'il est dit que Red Tabara a attaqué depuis le Congo, que ses leaders sont entretenus à Kigali. Des informations qui font autorité nous disent que le Rwanda est instrumentalisé dans la crise du Congo. Instrumentalisé par qui? Par les grandes puissances. Et vous, quelle est votre conviction? Ma conviction, c'est que nous sommes en présence d'une guerre par procuration qui passe par nos concitoyens et nos États. Et nous devons avoir conscience de ça. Et que gagnerait un groupe armé en tuant des civils? Un groupe armé qui vient tuer vos civils sur vos frontières, c'est pour montrer que la sécurité est menacée, c'est pour créer la désolation, c'est pour susciter les mécontentements, c'est pour alimenter les facteurs de division dans la classe politique, par exemple. C'est pour justifier des choix qui pourraient être des choix... C'est difficilement présentable dans l'exercice du pouvoir. Parce que la géopolitique, justement, j'ai oublié de vous le dire, ça étudie les mécanismes par lesquels les protagonistes passent pour arriver au pouvoir. Et créer un mécontentement dans une population, créer des divisions dans une classe politique de décideurs, c'est éminemment une méthode contestable, bien sûr, évidemment, mais c'est utilisé. Mais mes questions pour vous, monsieur Pascal Nyoni-Ziguié, l'expert en relations internationales, pourquoi un groupe armé s'en prend aux civils d'un pays quelconque? Bon, généralement, les groupes rebelles, surtout des groupes qui ne sont pas trop importants, parce qu'il semble que, d'après les experts des groupes rebelles dans la sous-région, Red Tabara compterait entre 500 et 800 personnes. C'est un groupe qui existe depuis la crise de 2015 et qui, selon les informations qui nous parviennent par les réseaux sociaux, eh bien, ce groupe a des réclamations qui sont liées à la gouvernance démocratique, à l'organisation des élections. Ici, chez nous, ce sont des élections qui auront lieu très prochainement, en 2025. Donc, alors ces gens-là qui ne sont pas nombreux, qui ne peuvent pas affronter l'armée nationale, réellement, parce qu'avec 500, 800 personnes, ça serait ridicule de vouloir affronter l'armée. Mais ce qu'ils font, c'est juste pour créer une psychose au niveau des frontières, pour déstabiliser en fait la population et en même temps peser sur le gouvernement et le pousser, selon leurs projections, peut-être à engager une politique qui tend vers un dialogue avec des opposants politiques. Mais ça ne veut pas dire que ça doit arriver comme ça, comme il le souhaiterait peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à 2 reprises, la population burundaise a été affectée, le gouvernement a été affecté et maintenant tous les citoyens burundais voudraient que ces choses ne se reproduisent plus. En menant des attaques, ces groupes rebelles ont quel objectif? L'objectif, visiblement, c'est de créer justement une peur généralisée, c'est de montrer qu'ils sont capables de nuire et pousser peut-être avec le temps à cette politique justement de l'ouverture du champ politique sur base d'un calcul tout à fait machiavélique. Professeur Pascal Nyoni-Ziguié, vous êtes l'expert en relations internationales. Que dit la loi internationale sur ces cas de crime? Alors,
la loi internationale, vous voulez dire le droit international public, il est clair. De toute façon, d'après les grandes conventions internationales en matière de droit, eh bien, les pays, les États souverains doivent s'engager pour lutter contre les mouvements terroristes, contre les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il y a une grande différence entre ce qui dit le droit et ce qui existe réellement dans la vie interétatique. Ça veut dire les États qui sont censés respecter le droit, respecter les engagements, parce qu'ils ont ratifié la plupart de ces instruments juridiques, eh bien, ce n'est pas ce qu'ils font nécessairement. Parce que ce qui prime avant tout pour les États, ce sont les intérêts nationaux. Y aurait-il des sanctions prévues pour ce genre de crime? Oui, bien sûr, les sanctions sont prévues, même symboliquement. Si nous analysons par exemple la politique de l'Union africaine ou la politique de la communauté est-africaine ou de l'ancienne CPGL, quand elle était encore dynamique, c'était justement de se mobiliser contre ce genre de comportement. Mais une chose, c'est de le permettre, une autre, c'est plutôt une chose, c'est de le déclarer, une autre, c'est de le mettre en application. C'est ça le grand problème, le déphasage qui existe entre la déclaration du droit et la mise en pratique de ce même droit. Voilà. Jusqu'à présent, il n'y a pas de mise en application de ces droits. Bon, il y a une tentative, par exemple, ce que la communauté est-africaine a tenté de faire en envoyant des troupes à l'est du Congo, au Kivu, c'était visiblement pour essayer de résoudre ce problème sécuritaire dans la partie est du Congo. Mais vous voyez comment le comportement de ces mêmes États a évolué. Parce qu'à un certain moment, vous avez appris que le commandant de ces forces de la communauté africaine en Kenya a démissionné à un certain moment. Ça veut dire qu'il a compris qu'il n'était plus à mesure d'accomplir sa tâche et que par après, on s'est rabattu sur la SADC. Alors, est-ce que la SADC va y arriver? Ça aussi, c'est une autre question. Donc, vous voyez, ce qui dérange, nous l'avons dit dans la langue nationale, ce qui dérange le plus, c'est le comportement des États, surtout les États les plus puissants de ce monde, eh bien, qui mettent une grande importance sur leurs intérêts propres plutôt que sur le respect intégral du droit. Voilà, tel que, bon, il est énoncé dans ces grands instruments, dans les conventions internationales, dans les traités, ainsi de suite. Eh bien, nous voyons que les intérêts des États priment avant toute chose. Monsieur l'expert en relations internationales, ces groupes armés viennent d'un pays voisin, membre de l'EAC. Quelle est la responsabilité des pays concernés? Oui, les pays de la sous-région sont concernés et ils ont des responsabilités. Le Congo, c'est un pays vraiment qui a un destin particulier parce que le Congo, c'est en même temps un incident géologique, un accident géologique, comme on dit. Il y a tellement de richesses que le Congo est convoité. Il a été convoité depuis pratiquement, on va dire, depuis le 19e siècle. Le géopolitologue Hakizimana Deo l'a souligné. Le Congo a toujours attiré des convoitises. Et si les pays de la sous-région, par exemple, n'ont pas réussi à s'entendre pour une même politique, de venir à bout de la crise de Kivu, c'est parce qu'à un certain moment, les intérêts des pouvoirs, je dirais même des pouvoirs de la sous-région, ne sont pas nécessairement compatibles. Voilà, c'est ça qui dérange et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes à la sous-région. Au Congo tout d'abord, qui attire beaucoup de pays dans le monde. Et que dit la loi de l'EAC à ce propos?
La loi de l'EAC est créée. Ça veut dire que les pays doivent rester solidaires pour lutter contre les forces négatives, pour lutter contre le terrorisme. Mais c'est la mise en pratique qui fait problème. Est-ce qu'actuellement ces pays de l'EAC sont solidaires? Voilà, vous posez une très bonne question. Est-ce que ces pays peuvent être suffisamment solidaires quand ils n'ont pas les mêmes intérêts nécessairement? Je veux dire, pas même les États comme tels, mais je veux dire les pouvoirs. C'est ça le problème, parce que les peuples n'ont aucun problème entre eux. Quand on regarde entre Burundais, Congolais, Rwandais, Kenya, Ougandais comme peuple, il n'y a pas de problème. Il y a une sorte d'interdépendance qui est intériorisée par ces mêmes peuples plutôt. Mais le problème se trouve au niveau des pouvoirs dans ces différents États, qui n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts. Parce que la plupart des politiques ont comme intérêt principal la sauvegarde du pouvoir, rester le plus longtemps au pouvoir et en profiter pour sauvegarder ce même pouvoir pendant le plus longtemps possible, mais ne pense pas nécessairement aux intérêts pérennes des États. Vous voudriez dire que ces pays ne sont plus solidaires? Ne sont plus solidaires. Bon, au niveau du discours, la solidarité peut même transparaître, mais dans la mise en pratique, alors c'est là où on se pose la question. Mais pourquoi est-ce que ces pays, ces États, les pouvoirs en place ont affiché la volonté d'être solidaires dans la lutte contre les forces négatives, mais que la réalité prouve qu'ils ne vont pas jusqu'à la réalisation de cette solidarité? Et dans le contexte actuel où les groupes armés viennent d'un pays pour attaquer un autre, et alors que ce pays est même membre de l'EAC qui doit intervenir dans ce cas? Dans ce cas, moi je crois que pour le cas du Congo quand même, je crois qu'il faut comprendre que le Congo, visiblement, n'est pas à mesure de contrôler ses frontières, les 9 frontières avec les États voisins. Nous l'avons vu depuis bien longtemps. Je crois que la tâche revient maintenant à la sous-région, parce que le Congo est membre de la communauté est-africaine et d'autres organisations sous-régionales. La solidarité internationale, justement, devrait contribuer à la sécurisation du Congo, ce que les États ont accepté. Je veux dire verbalement au niveau des discours. Mais visiblement, c'est la mise en pratique qui fait problème. Est-ce que pratiquement cette communauté EAC est capable de gérer les conflits au sein de l'EAC? Capable, oui, s'il y avait une volonté commune, oui. Je crois que c'est jouable. Mais est-ce que cette volonté commune est là, au-delà du verbe et du discours? Est-ce que la mise en pratique au niveau politique est vraiment sincère, honnête? C'est ça le problème. Je reviens vers vous, M. Deo Hakizimana, le géopolitologue. Est-ce que la loi internationale dit quoi par rapport aux crimes commis par des groupes armés? Oui, j'ai dit en commençant cette émission qu'il faut d'abord avoir conscience que nous sommes en présence d'une crise globale qui s'exprime globalement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs ramifications à la fois, avec des protagonistes souvent insaisissables, qui sont d'un côté des États, de l'autre des groupes armés, de l'autre encore tous ceux qui prétendent avoir des intérêts dans cette situation. Ce que je trouve majeur et qu'il faut maintenant essayer de comprendre, c'est que nous sommes en présence d'une guerre, parce qu'il s'agit de guerre, par procuration. C'est un terme consacré qui veut dire que les gens se battent pour le compte d'autres gens, pour le compte des intérêts d'autres États, d'autres puissances, et c'est malheureusement le cas. Et nous avons mis longtemps pour commencer à le comprendre. Je dis commencer à le comprendre parce que ce n'est pas encore assez aujourd'hui. Moi, que vous voyez, pour que j'en arrive un jour à écrire un livre qui s'intitule « La géopolitique de l'Afrique des Grands Lacs à l'heure des vérités », j'avais dû passer des dizaines d'années, je dirais, à tenter de comprendre. À un moment donné, j'avais cru, comme on nous le disait, que dans les radios nationales, qu'il y avait un problème entre Hutu et Tutsi au Burundi.
à un moment, j'ai compris ça. Puis est venu un autre moment, je vois Ndadaye assassiné, l'impunité s'installer, je vois le président Tagliamine et son successeur assassiné dans un attentat planifié et dont les auteurs sont manifestement connus, mais ne sont pas poursuivis. Au Burundi même, moi j'étais en 1994 conseiller sécurité du président Cyprien Ntaryamira. D'ailleurs, quand il a été tué, moi j'ai préféré fuir encore une fois. C'est une année qui m'a fort appris. Il m'a appris d'abord que la première contradiction que le Burundi a vécue de toute l'année 1994 après la mort de Ntaryamira et jusqu'au deuxième coup d'État de Buyoya, c'était de promouvoir professionnellement, en leur donnant des grades supérieurs, des gens qui étaient pourtant identifiés pour avoir été les commanditaires de l'assassinat de Ndadaye. Ça m'a dérangé et j'ai continué à chercher pour comprendre plus tard que ces mêmes gens étaient même, moi je les appelle aujourd'hui des commissionnaires. Pour d'autres, ils agissaient pour le compte d'autres. C'est ça qui complique la situation. Revenons sur la question de Red Tabara. Selon les informations que nous avons, ils sont venus du Congo, de la frontière congolaise, et il nous est dit, et ça c'est les discours politiques qui le confirment, qu'ils sont entretenus, soutenus, armés, formés au Rwanda. La question que je me pose en tant que géopolitologue, je me demande, mais qui est-ce qui utilise le Rwanda dans sa guerre contre le Congo? Maintenant, c'est connu. Si les gens ne veulent pas se voiler la face, on le sait. On sait en particulier que des puissances unissent leurs forces pour soutenir l'agression du Congo. Quelles sont ces puissances? Les puissances atlantiques. Les puissances internationales ex-coloniales, y compris d'autres qui n'ont pas colonisé, mais qui ont des intérêts économiques à défendre au Congo. Pourriez-vous donner des exemples et citer quelques-unes? Arrêtons-nous là-bas en disant les pays de l'OTAN, par exemple, doivent être considérés comme une espèce de protagonistes dans la crise qui se passe au Congo. Il suffit de voir les déclarations que nous font les responsables européens qui comptent aujourd'hui en France, à Bruxelles, et qui prennent des positions assez tantôt pour condamner l'agression, mais ne disent pas comment eux, ils envisagent faire pour punir, pour infliger des sanctions aux agresseurs du Congo. Maintenant, nous avons compris que le Congo, qui a, est-ce que je vais l'appeler malchance, je ne sais pas, mais qui est un scandale géologique, un scandale de richesse dans son sous-sol. Est-ce que vous savez que l'uranium avec lequel on a fabriqué la bombe d'Hiroshima était un uranium congolais du Katanga? Et à un moment donné, il y a des puissances qui ont dit, mais ce pays, nous devons le conquérir directement ou indirectement, en passant par tous les moyens. Maintenant, les moyens qu'ils ont trouvés, c'est d'animer des groupes armés qui pilulent dans la région, à l'est de son territoire. Mais il n'y a pas que ça. La géopolitique a l'avantage d'étudier le comportement des acteurs intéressés par un conflit pour voir comment ils veulent s'emparer du pouvoir pour gagner des avantages. Ça nous montre aujourd'hui qu'ils utilisent plusieurs méthodes à la fois. Pour ce qui est de Red Tabara, par exemple, regardez la date à laquelle Red Tabara a tué des gens à Vugizo à la veille de Noël. À la veille de Noël. Et maintenant à Buringa. Le dimanche 25 février. Voilà, alors lisez les médias sociaux, écoutez les déclarations, lisez les tweets transmis par certaines personnalités créées, les campagnes publicitaires faites pour ceci, pour cela et pas pour cela. Et comme nous parlons des crimes commis
par le groupe Red Tabara qui dit la loi internationale en matière. C'est un crime contre l'humanité. Quelle sanction? Et un crime contre l'humanité est puni par toutes les législations du monde entier. J'ai appris, c'est une bonne chose, que le procureur général de la République du Burundi a ouvert des dossiers. Là où je suis perplexe, c'est que là, nous sommes dans un domaine de l'impunité où s'il faut punir tous les complices qu'on connaît et ceux qu'on connaîtra demain, etc., je me demande si on aura un jour les moyens de les juger. C'est ça le problème. Et c'est ça qui m'a ouvert les yeux, je voulais le dire tout à l'heure. Ce qui m'a ouvert les yeux, c'était l'aspect ravageur du phénomène de l'impunité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la volonté de juger les gens, mais aujourd'hui, si quelqu'un vous demande de juger tous les criminels qui ont versé le sang au Burundi, au Rwanda, au Congo et ailleurs, si on vous demande de juger leurs complices, il y a des complices qui s'ignorent, mais qui sont de vrais complices. Par exemple, les gens que l'on peut trouver à la tête des institutions, censés agir, mais qui n'agissent pas parce qu'ils veulent entretenir le silence que nous avons connu pendant les quelques 50, 60 dernières années et qui a entretenu la gravité de la crise. Et le silence complice est allé de pair avec le double langage. C'est-à-dire, vous savez, il y a des négociations tout le temps. Hein. À Arusha, on y est allé combien de fois? Et combien de fois les gens ont signé et n'ont pas respecté leurs engagements? Double langage. Et ça se passe maintenant pour cette crise du Congo qui nous occupe maintenant. Le processus qu'on appelle de Nairobi et de Luanda, et c'est la dernière preuve en date qui montre comment les signatures sont mises sur les papiers des communiqués officiels des sommets des chefs d'État, mais ne sont pas suivis par des effets concrets. Pourquoi? Parce qu'il y a panne dans le système de règlement des crises par la justice. Monsieur Deo, le géopolitologue, quand un groupe armé vient d'un pays, membre de l'EAC, pour attaquer un autre, membre d'une même communauté, quelle est la responsabilité des pays concernés? Elle est totale. Le problème, c'est que j'ai parlé des guerres par procuration. Oui. Et dans les guerres par procuration, des fois, vous arrivez à savoir qui fait quoi, etc. Mais il y a des fois également où vous ne savez pas grand-chose. Simplement, vous le sentez, vous remarquez qu'il y a des interférences multiples. C'est-à-dire, pendant que Red Tabara fait son coup à Gatumba, quelque part, peut-être des camions passent avec des minerais puisés dans... La responsabilité est à qui? Tout le monde. Comment? D'abord les États. Mais les États sont gouvernés par les intérêts internationaux. Nous savons que les frontières sont protégées. Comment un groupe armé arrive à traverser cette frontière? Un membre de Red Tabara qui traverse la frontière de Gatumba, les mains vides, mais qui sait qu'il va trouver des armes dans une famille amie, complice, à Gatumba même. Vous l'arrêterez comment? C'est ça qui se passe. Et que dit la loi régissant l'EAC à ce propos? L'EAC, comme toutes les organisations sous-régionales, a voulu se faire respecter et elle n'est pas d'accord avec l'usage des armes, avec les tueries qui concernent les innocents, et avec tout ce qui est guerre. La guerre est illégale, surtout quand elle aboutit à des morts d'innocents. Simplement, l'EAC, il faut, pour comprendre pourquoi elle n'a pas pu jouer un rôle valable à l'est du Congo, il faut vous interroger sur les relations qu'entretiennent les pays membres de l'EAC. À l'époque, des sources assez fiables pouvaient vous dire que maintenant il y a méfiance entre le Rwanda et le Burundi. La méfiance entre le Congo et le Rwanda n'est pas à démontrer. Mais il y en a également entre le Rwanda et l'Ouganda, même si des fois ils sont de commun accord sur certains points, mais la méfiance, nous savons qu'elle existe. Il y en a entre l'Ouganda et le Kenya. Moi, j'étais à Nairobi le jour où le fils du président Museveni a déclaré que le Kampala pouvait envahir Nairobi, je ne sais plus, en 24 heures. Je ne m'en rappelle plus, mais
ça montre l'état de la méfiance qu'il y a. Et dans ce contexte, donc, méfiance, c'est quand il y a un conflit ou surgit entre ces pays membres de l'EAC qui doit intervenir. Qui doit intervenir. Normalement, c'est d'abord l'État concerné qui doit jouer un rôle pour protéger ses frontières. Si nous parlons du Congo, par exemple, il est clair. Et le Burundi. Le Burundi également. Mais j'ai dit quelle est la difficulté. La difficulté est que dans les guerres par procuration qu'on a, où on dit autour de tuer un Tutsi, non pas parce qu'ils ne s'aiment pas vraiment, mais parce qu'ils veulent servir les intérêts de quelqu'un d'autre. En ce moment-là, il est même difficile d'utiliser la loi locale ou bien les institutions locales. Vous ne savez pas qui va arrêter qui. Et c'est là que se trouve la difficulté. Mais là où les choses peuvent être utiles en ce moment, c'est que ce jeu-là, nous avons commencé à le détecter, à le dire et même à l'écrire. Il reste que le plus grand nombre de gens sachent que nos compatriotes sont utilisés dans des guerres qui n'est pas leur guerre. C'est en qui on dit où c'est bien exprimé. Ça s'exprime bien, c'est ça la guerre par procuration. Monsieur Deo, vous êtes le géopolitologue. Les deux massacres dans le même périmètre interviennent au moment où l'armée burundaise est en RDC depuis le 15 août 2022 pour protéger les frontières. Quelle lecture pouvez-vous faire? La lecture que je peux en faire, c'est que un coup qui se passe au Burundi pendant que l'armée burundaise se trouve au Congo, ça peut contribuer à susciter des mécontentements dans le pays et accélérer les divisions dans la classe politique des décideurs et provoquer donc des calculs macabres, machiavéliques de la part de gens qui veulent s'emparer du pouvoir. Parce que la géopolitique, justement, étudie le comportement des acteurs en présence dans leur intention de s'emparer du pouvoir politique. Et donc, bien sûr, c'est inexplicable de débarquer dans un lieu et tuer des femmes et des vieillards dans un enclos où on est en deuil et vous saccagez un cercueil, vous brûlez C'est totalement incompréhensible. Le propre de ces guerres, c'est qu'on ne peut pas les expliquer. Dans ce cas, M. Deo, pourrions-nous dire que ces frontières n'étaient plus protégées? Pas suffisamment. Il y a des failles qui font que des gens peuvent se cacher derrière certaines conditions et puis passer inaperçu. Même question pour vous, monsieur l'expert en relations internationales, Pascal Nyonize-Guillé. Comment expliquer les deux attaques survenues à Gatumba et à Buringa, en commune Gihanga, au moment où les soldats burundais étaient depuis 2022 en RDC pour protéger les frontières? Vous avez bien souligné des attaques qui se sont passées dans un même périmètre, pratiquement. Alors, ça s'explique comment? Le géopolitologue Deo Hakizimana l'a bien souligné. Ce sont des forces fluides. Ça veut dire elles sont vraiment insaisissables. Vous imaginez, on dit que Red Tabara est évalué à un groupe de 500 à 800 personnes. C'est presque insignifiant pour une armée nationale. Mais ces gens-là, comme ils ont la capacité de nuire, eh bien, ils peuvent, disons, réaliser des forfaits qui pèsent lourd sur la vie nationale. Et c'est fait justement pour ça, pour créer des psychoses, pour créer, un ressentiment qui peut mener vers une certaine, je ne dirais pas réforme, mais plutôt une évolution vers une nouvelle politique, du moins dans la visée de ce groupe, Robert, une politique qui tendrait vers l'ouverture envers les forces d'opposition. Du moins, c'est ce qui transparaît dans les déclarations que l'on trouve sur les réseaux sociaux. Bon, je ne dis pas que ça doit se passer comme ça. Ça, c'est dans le calcul, en prospective de ces groupes Robert.
Alors, vous allez dire, mais une partie de l'armée burundaise se trouvait sur le territoire congolais. En effet. Voilà. Mais le Congo, vous savez, c'est vraiment un demi-continent. C'est trop vaste. Et puis, c'est un pays qui n'a pas assez d'infrastructures, je veux dire, de transport, ainsi de suite. Donc, le contrôle des frontières au Congo fait problème, franchement. Même la MONUSCO, qu'est-ce qu'on nous avait promis? On avait dit qu'on allait amener des drones, je ne sais pas, pour contrôler les frontières. Mais les soldats burundais étaient du côté RDC, même du côté burundais. Voilà, je sais. Mais le géopolitologue Deo Hakizimana l'a bien souligné. Ces forces fluides ont la capacité de se cacher, de se rendre presque invisibles, parce qu'ils peuvent changer d'accoutrement comme ils veulent, ils peuvent soudoyer les gens qui sont sur la frontière, ils savent comment déposer par exemple des armes à un certain moment quelque part et venir les prendre la nuit ou je ne sais pas comment. De toute façon, ils ont la capacité d'échapper à la vigilance sécuritaire sur les frontières. Surtout quand cette même vigilance doit avoir des lacunes. Parce qu'on sait très bien que la particularité du Congo, c'est un problème d'organisation du pouvoir. Les gens de Kinshasa, par exemple, contrôlent péniblement tout le territoire congolais, qui est très vaste, avec des frontières nombreuses, c'est 9 frontières en tout. Regardez, bon, je ne sais pas, le côté de l'Ouganda, par exemple, c'est un côté qui cause des problèmes aussi dans le nord Kivu. Ici aussi, on sait très bien, la plaine de la Ruzizi, on sait très bien que c'est une zone qui est très difficile à contrôler pour les Congolais. Alors, est-ce que les Burundais qui y vont, bon, ils sont dans un pays étranger. On dit que l'étranger a des gros yeux, mais il ne voit pas grand-chose. Voilà, donc il faut avoir le code culturel du Congo pour contrôler, peut-être, je ne sais pas, mieux que les Congolais. Ça, c'est un point d'interrogation. Donc, je ne crois pas que ça soit vraiment possible pour l'armée burundaise de contrôler des frontières qui ne sont même pas contrôlées, je veux dire, d'une manière suffisante par les nationaux, par l'armée nationale du Congo. Donc c'est vraiment problématique. Je crois que la solution pourrait être une solidarité entre les pays de la Nous sous-région. allons revenir à la proposition des solutions et rappelons que l'émission Mosaïque continue de se focaliser sur la protection des frontières entre les pays membres des pays des Grands Lacs. 2 invités sont toujours sur le plateau. Il y a Deo Hakizimana, le géopolitologue et fondateur du Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue, et de M. Pascal Nionizi-Guillet, l'expert en relations internationales. Monsieur Deo, le géopolitologue, à côté de la voie militaire, le Burundi s'est engagé aussi sur la voie judiciaire où le procureur général de la République a ce jeudi, le 29 février 2024, annoncé avoir ouvert 2 dossiers pénaux contre le Red Tabara pour les massacres de Vugizo et Wulinga. Quelle chance pour une solution judiciaire? Bon, des chances, il y en a, parce que si la justice burundaise réussit à mettre la main sur certains, je dis certains parce qu'ils n'auront pas tout le monde, parce que tout le monde n'est pas là. Et il y en a qui commandent depuis des lieux lointains. Ceux-là, on va les avoir difficilement. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que la justice ferait bien de fonctionner, évidemment, mais le problème est qu'on est en face de multiplicité de cas de gens qui sont à même d'être traduits en justice. Il y a énormément de cas de complicité, directe ou indirecte, et nos appareils judiciaires n'ont pas les capacités de projection qui leur permettent de juger tous ces cas-là. Déjà, regardez, moi je rigolais à un moment donné quand je regarde les mandats d'arrêt qu'on avait lancés sur après le procès, à propos du procès sur l'assassinat de Ndadaye. Combien de mandats ont-ils été exécutés? Ça aboutit à quoi? Rien. Parce que, et actuellement, quelles chances? Les chances, au niveau local, je crois que les chances peuvent avoir
un impact, même s'il est limité. Mais sur le plan global, juger un guerrier qui a exécuté les ordres d'un chef qui se trouve très protégé, très financé dans une capitale d'un pays voisin, une capitale qui est elle-même sous la protection d'une puissance, comme on le sait, et qu'à ce moment-là, vraiment, vous aboutirez à peu de choses. Par contre, le faire, lancer, ouvrir un dossier judiciaire dans des cas comme ça crée quand même une bonne habitude qu'il faut répéter chaque fois que ça se passe, en sachant qu'un crime comme celui-là, un crime contre l'humanité, il est inamnistiable. C'est-à-dire, même après 10 ans, 20 à 30 ans, même après 100 ans, si c'était encore faisable, et un crime contre l'humanité peut être jugé. C'est ça la leçon, la meilleure, la bonne leçon. Maintenant, il faut essayer d'être conséquent avec soi-même quand nous parlons de problème de l'impunité. Est-ce que les crimes contre l'humanité ont commencé avec Gatumba, avec Wulinga, avec Vugizo? J'espère que vous savez que non. Il y a énormément de crises qui ont jalonné ce pays, qui n'ont pas été punies et dont les conséquences peuvent expliquer ce qui se passe dans ces pauvres villages de Gatumba. Oui, parce qu'il s'agit de guerre par procuration, une guerre globale, une guerre où des armes à feu fonctionnent, où l'intoxication comme arme de guerre fonctionne à merveille, où le silence est manipulé comme une arme de guerre, où le double langage, ok, on vous amène un texte, vous signez en sachant parfaitement que vous n'allez pas appliquer les clauses que vous êtes en train de signer. Cette guerre-là, elle est compliquée. On ne va pas la gagner sans d'abord s'asseoir et définir les nouveaux paradigmes, un nouveau paradigme qui vous aide à asseoir une solution. Monsieur Pascal Nyoni-Ziguié, professeur et expert en relations internationales, et à côté de la voie militaire, le Burundi s'est engagé sur la voie judiciaire, où le procureur général de la République a ce jeudi le 29 février de cette année annoncé avoir ouvert 2 dossiers pénaux contre le raid de Tabara pour les massacres de Vugizo et Wulinga. Quelle chance pour une solution judiciaire? Bon, quelle chance pour une solution judiciaire. Bon, je dirais, de par l'expérience burundaise, c'est-à-dire M. Deo Hakizimana l'a souligné, nous avons connu d'autres crises ici au Burundi, d'autres crimes de guerre, crimes contre l'humanité, qui ont fait l'objet des dossiers judiciaires, mais qui n'ont pas été jugés. Parce qu'à un certain moment, on le sait très bien, et ça ne se passe pas seulement au Burundi, même dans d'autres pays, les politiques ont l'habitude de gérer des dossiers d'une manière plutôt politique et judiciaire, pour les intérêts politiques. Parce qu'on sait très bien que la plupart des politiques, comme le disait Machiavel... Et que peut-on dire de ce cas? Le cas actuel, s'il pouvait aboutir, ce serait vraiment une réussite pour le Burundi. Et je me dis que l'ouverture de 2 dossiers judiciaires, c'est une décision qui est très louable. Parce qu'il faudrait que même symboliquement, l'on puisse condamner ce genre de crime. Si ça pouvait aboutir sur un jugement, et on espère que ça pourrait aboutir, au cas où les membres de l'État-Bara seraient appréhendés. Nous avons connu, par exemple, je crois que c'était en 2021, où le pays voisin, le Rwanda, a coopéré avec notre pays, le Burundi, pour mettre à la disposition du gouvernement burundi 19 rebelles de l'État-Bara à l'époque. Parce qu'il y avait une politique qui tendait vers la reprise de la coopération entre nos 2 pays à l'époque.
l'époque où les relations étaient en voie de rétablissement. Si le même geste pouvait se faire au niveau du Congo, par exemple, imaginons que le Congo puisse arriver à saisir des membres de Red Tabara sur son territoire, ou que peut-être des Burundais puissent mettre la main sur des membres de ce mouvement, je crois qu'il pourrait être jugé au Burundi. Alors là, ça serait une réussite. Mais au cas où, comme le disait Deo Hakizimana, tout se gère comme ça a été toujours géré depuis, eh bien, il y a risque de gérer ce genre de dossier d'une manière plus politique et judiciaire. Et c'est ça le drame. Et quand c'est politique, ça donne quoi comme résultat? Quand c'est politique, ça dit, voilà, fermons les yeux, privilégions le dialogue, privilégions le partage des postes, et la justice, bon, ça sera pour une autre occasion. Voilà, c'est ça qui est dramatique. Dans ce cas, comment avoir cette conviction que ça pourra aller par voie judiciaire? Je crois que la meilleure façon de faire, c'est d'être déterminé sur le plan de la coopération entre le Burundi et le Congo, par exemple. Parce que je me dis que si les membres de Red Tabara se trouvent au Congo, il y aurait moyen de mettre les bouchées doubles pour saisir certains de ces membres, dans la mesure du possible. Si ce n'est pas possible, il faut privilégier toute autre voie qui pourrait aboutir sur le fait de mettre la main sur les membres de ce mouvement Red Tabara, si c'est possible, par l'une ou l'autre voie. Et ça passerait par la coopération entre les pays de la sous-région. Selon une lecture de l'histoire récente de la sous-région, ces crimes ont marqué au moins 50 ans dans la région. Quel est l'espoir qu'ils les arrêtent? Bon, l'espoir, c'est que les pays concernés, je veux dire les pays de la sous-région, tirent des leçons des crises que nous avons connues depuis pratiquement les indépendances. Ça veut dire 59, 60 au Rwanda, ici chez nous avec les années 60, 70, 80, 90 jusqu'à maintenant. Il faut qu'on arrive à comprendre qu'il faut civiliser le conflit. Ça, par exemple... Civiliser le conflit. Oui, civiliser le conflit, c'est réaliser que les conflits existent dans toute société et que la meilleure façon de les gérer, c'est de les gérer d'une manière pacifique. Ça veut dire non pas privilégier la guerre, la confrontation, mais s'asseoir autour d'une table, comme on a fait à Arusha, pour essayer de voir comment gérer les conflits. Parce que les conflits existent dans n'importe quel pays, dans n'importe quel groupe social, et la meilleure façon de les gérer, c'est de le faire pacifiquement. Parce qu'après tout, les conflits ne vont jamais disparaître de ce monde. Même dans les pays qui se disent plus développés que les nôtres, qui sont considérés comme étant plus démocratiques, connaissent des conflits, mais le progrès qu'ils ont connu leur a permis de les gérer pacifiquement. Voilà pourquoi l'Occident, par exemple, n'a pas connu de conflit entre puissances démocratiques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont la paix totale. Ils ont des problèmes, il y a des différends, il y a des conflits. En dehors de la zone démocratique, par exemple, vous voyez dans les pays en transition entre la Russie et l'Ukraine, avant c'était l'ex-Yougoslavie, ils sont allés se battre en Afghanistan, en Irak, avec des échecs. Mais la conviction qu'ils ont, comme quoi il faut gérer les conflits d'une manière civilisée, leur a porté une valeur ajoutée qui est considérable. L'absence de guerre, par exemple, dans les pays de l'Atlantique Nord, je veux dire l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, depuis 1945 jusqu'à maintenant. C'est quand même un pas important. Alors, le jour où on comprendra dans notre sous-région qu'il faut s'asseoir entre Burundais, entre Congolais, entre Rwandais, entre Ougandais, pour essayer de résoudre les conflits pacifiquement, alors je crois que ça sera une grande réussite. Monsieur Deo Hakizimana, vous êtes le géopolitologue. Comment mettre fin à ce genre de tuerie? D'abord, savoir que la logique de guerre, telle que nous la connaissons, est condamnée à échouer et nous avons suffisamment de preuves pour montrer que c'est le cas. Deuxièmement,
les protagonistes commencent eux-mêmes à comprendre qu'ils ne vont pas arriver plus loin avec cette logique-là. Et ces protagonistes, maintenant, on les connaît. Alors qu'avant, on parlait de groupes ethniques, etc. Maintenant, nous savons que les grandes puissances internationales sont dans le jeu, dans ce qui se passe dans une guerre par procuration. Quand on parle de désordre maîtrisé, qu'est-ce qu'un désordre maîtrisé? C'est-à-dire, vous envoyez des gens et ils foutent le désordre dans un endroit que vous désirez, et pendant qu'ils se battent, qu'ils se tuent, qu'ils créent un désordre, toi tu pilles et personne ne te voit. Mais ce genre de scénario est en train aussi d'être débusqué, et c'est important. Vous savez, quand le président Tshisekedi dit, par exemple, moi je ne négocierai pas avec le M23, je parlerai avec le Rwanda. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une nouveauté. Il y a un an, moi, je n'imaginais pas ça, mais maintenant, ça se fait. Alors, il y a autre chose. Le Burundi a récemment fermé sa frontière avec le Rwanda, sa frontière terrestre. Moi, à l'époque, j'ai écrit un message dans lequel je disais, mais ça, c'est une réponse rationnelle à des décennies de double langage, d'hypocrisie. Mais cette frontière n'a pas empêché ces attaques contre les citoyens au Burundi. Oui, mais la fermeture des frontières n'empêche pas des assassins, des tueurs de traverser une frontière. Je vous ai dit que c'est compliqué de savoir qui est qui quand on traverse Gatumba avec les mains vides, comme un civil, et vous dirigez vers Buringa en sachant qu'à Buringa ou ailleurs dans les environs, vous avez un dépôt d'armes que vous avez caché et qui se cache chez un complice. Et tout ça, c'est pourquoi ce genre de guerre, ce sont des guerres civiles et qui sont difficilement saisissables. Ces acteurs sont parfois des acteurs qui ne se reconnaissent pas comme acteurs d'un conflit. Aujourd'hui, vous pouvez rencontrer des gens qui se lamentent, mais qui ignorent qu'ils sont des complices qui s'ignorent d'un conflit qui vient les ravager par la suite. Maintenant, je crois que l'espoir où il est, c'est dans la fatigue des acteurs eux-mêmes, les acteurs concernés par cette crise. Je suis certain, dans le conflit qui s'anime aujourd'hui, géopolitiquement parlant, entre les puissances de l'OTAN et les puissances des BRICS, la nouvelle force montante qui réunit des pays comme la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, etc. Et eux, ils savent qu'une guerre qui va les opposer dans les montagnes du Kivu ou du Burundi, ça va être une guerre atroce et ils ne sont pas sûrs de les gagner. Par contre, je crois qu'ils sont en attente, je le crois fermement, d'un paradigme qui leur permet d'envisager une sortie de cette crise. Ça commencera par gérer la question de l'impunité. Qu'est-ce qu'on fera des hommes d'État accusés de pires crimes contre l'humanité? Comme l'émission touche à sa fin, bref, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Le dialogue. Mais le dialogue est sous un autre aspect. Le dialogue qui associe les acteurs du conflit qu'on n'a jamais cités, qu'on n'a jamais appelés autour d'une table de dialogue, c'est-à-dire les puissances internationales. Parlons du cas du Burundi. Est-ce que les puissances internationales ont quel lien avec ces groupes rebelles, par exemple? Les puissances internationales sont partie prenante de la crise. J'ai dit c'est une crise globale. C'est ça qui complique les choses en fait. Si vous isolez les éléments d'un ensemble, alors que tous les éléments concourent à compliquer le tout, vous échouez. Mais si vous partez avec le principe que beaucoup d'ingrédients interviennent dans cette gymnastique violente, eh bien, vous êtes plus près de la solution. Et je crois que c'est ça qu'il faut chercher. Et faire comme Mandela. Mais vous savez, Mandela, c'était un homme extraordinaire. Un jour, il a dit, mais n'oubliez jamais, quand vous parlez de paix, que même les criminels ont besoin de paix. Il faut en tenir compte quand vous organisez un dialogue. Je crois que ça sera un jour le cas dans notre région. Et merci, c'est par vos interventions que nous mettons un point final à cette émission Mosaïque. Et il était centré sur le thème de comment assurer la protection des frontières
entre les pays membres de la région des Grands Lacs. Nous étions avec deux invités. Deo Hakizimana, le géopolitologue et fondateur d'ICERID, merci pour votre participation. Je vous remercie aussi de m'avoir invité avec mon ami, le professeur Pascal. Merci également à vous, Pascal Nyonizi, qui est professeur à l'Université du Burundi et expert en relations internationales. C'est moi qui vous remercie, madame, et je suis prêt à venir même la prochaine fois quand vous allez nous inviter pour une autre émission. Merci beaucoup. Le débat mosaïque vous a été préparé par la radio-télévision Isanganiro en partenariat avec la Bénévolencia Grand Lac. Au revoir, à la prochaine. Mosaïque. Mosaïque.